Oui, donc bonjour à tout le monde et bienvenue. Je vais dans un premier temps, voilà, vous faire une présentation un peu générale de la formation et puis dans un deuxième temps important, répondre à vos questions éventuelles et généralement nombreuses plutôt autour du processus de candidature. Alors, pour vous donner les grandes lignes voilà, d'information autour de ce master, il a été créé en 2017 et il est co-accrédité par 5 universités. L'Université d'Angers, l'Université de Bretagne occidentale, de Rennes 2, du Mans et de Nantes. Mais c'est l'Université d'Angers qui porte donc cette formation et c'est pourquoi les inscriptions, les candidatures se font uniquement auprès de l'Université d'Angers, donc pas besoin de déposer des dossiers dans d'autres universités. Donc une formation qui a pour particularité d'être uniquement à distance, avec toutefois dans un des deux parcours du Master 2 des temps en présentiel sur lesquels je reviendrai. L'autre particularité, c'est que c'est une formation pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui va vous donner à lire des enseignements, que ce soit en histoire, en sociologie, en psychologie sociale, en géographie, en études cinématographiques, enfin, voilà, dans un spectre très très large, hein, j'ai pas tout mentionné, mais qui du coup est aussi ouvert à des profils qui sont très différents et souvent ça fait partie des questions que vous vous posez sur l'accessibilité de cette formation et j'y reviendrai. Parmi les autres particularités, donc outre donc le fait que ce soit donc sur ces différentes universités, le côté pluridisciplinaire, la distance aussi, c'est donc une formation qui nécessite deux travaux de recherche, un en M1 et un en M2, et qui ouvre à l'échelle du Master 2 à deux parcours spécifiques. Donc on a un M1 qui est un tronc commun, le M1 études sur le genre, et ensuite deux parcours différenciés que je vais là aussi donc vous préciser de façon à ce que vous ayez l'image la plus fiable de cette formation. Donc peut-être que je commence par la question, on va dire, pluridisciplinaire, puisque c'est quelque chose qui revient souvent, même si par la suite vous destinez à, par exemple, faire une thèse de doctorat en histoire ou en littérature, vous pouvez très bien faire ce master pluridisciplinaire, ce qui implique que du point de vue des admissions, on prenne des personnes qui ont une licence 3 pour accéder au M1 ou un M1 pour accéder au M2, donc une licence 3 ou une équivalence dans des domaines très variés, c'est-à-dire sciences humaines et sociales, mais aussi arts, lettres et langues, mais aussi droit, économie et gestion. Ça, c'est vraiment les trois grandes champs d'études. Mais bien sûr, si vous êtes un ou une professionnelle dans des champs aussi variés que la culture, que le social, l'éducation, voire même aussi des champs qui peuvent être moins reliés aux études de genre à première vue. Je pense qu'on a eu aussi, par exemple, un directeur de prison qui s'est présenté comme une sapeur-pompière. Vous avez la possibilité de demander des équivalences de façon à pouvoir justifier d'un niveau de licence 3. Et c'est tout à fait une possibilité. Chaque année, hein, on a ce genre de profil pour nous de vous intégrer, quand bien même, voilà, vous n'avez pas un profil un petit peu canonique. Et l'intégration, elle se fait aussi en lien avec votre programme, votre projet de recherche, qui va nous montrer une forme de maturité, mais surtout une capacité à articuler ce qui est le cœur en fait des études sur le genre, c'est-à-dire plutôt une méthodologie de sciences humaines et sociales, tout en sachant bien sûr qu'on vous apprend aussi cette méthode au fur et à mesure du master. Donc on a vraiment cette idée d'une grande ouverture disciplinaire qui fait la spécificité de cette formation. L'enseignement à distance maintenant, je vous le disais, c'est quelque chose qui est spécifique à ce master, qui permet donc à un certain nombre de personnes très éloignées, par exemple des villes universitaires ou qui ont des contraintes professionnelles personnelles, de pouvoir suivre cet enseignement. Pour autant, qui dit enseignement à distance ne veut pas dire qu'on a moins d'heures de cours. C'est un master qui demande un travail très important, et je le dis d'emblée, c'est-à-dire un investissement très très fort, et c'est pourquoi je déconseille aux personnes qui travaillent à temps plein de se lancer dans cette formation, mis à part s'il y a d'emblée l'idée d'étaler, c'est possible, on appelle ça des aménagements d'études, d'étaler la formation sur plusieurs années. Parce que si on questionne en termes de volume horaire, cette formation demande environ 35 heures, voire plus, de travail par semaine, c'est-à-dire à la fois pour suivre les cours et pour réaliser la recherche. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Qui dit enseignement à distance ne veut pas dire qu'on a
moins d'heures de cours, hein, c'est un master comme tous les autres. En tout, c'est à peu près 700 heures de cours hein, qui sont dispensées, heures de cours ou travail personnel autour du mémoire pour l'EM1 et l'EM2 cumulés. Donc ça, vraiment, je tiens à le repréciser. Pour autant, ça vous permet de vous organiser voilà, mieux selon vos propres contraintes et c'est quelque chose qui, bien sûr, est tout à fait appréciable pour un certain nombre d'entre vous. Donc, qui dit enseignement à distance ne veut pas dire non plus qu'on est complètement perdu, enfin voilà, laissé à l'abandon. Au contraire, on a pensé tout un dispositif de suivi pédagogique pour faire en sorte de rompre l'isolement. Un isolement qu'il faut quand même voilà, avoir en tête parce que quand bien même nous, on va essayer de mettre en place un certain nombre de suivis, qu'on va essayer au maximum de vous faire interagir entre étudiants et étudiantes, ben, on se retrouve dans la plupart des cas derrière son ordinateur seul quand on suit une formation à distance. Là aussi, pour les personnes qui ont peut-être une fragilité spécifique autour de cette solitude, qui ont besoin d'une dynamique collective incarnée en quelque sorte, il faut vraiment réfléchir au bien fondé d'une candidature dans un master qui est à distance. Alors, on pense donc des dispositifs de suivi et notamment des journées de rentrée qui sont obligatoires et qui se tiennent en présentiel. Alors, on change d'université chaque année. L'année prochaine, les journées de rentrée auront lieu à Nantes. Les dates sont connues, c'est le 19 et le 20 septembre 2024. Et au cours de ces 2 journées de rentrée, vous rencontrez aussi les enseignants-enseignantes, les responsables. C'est des journées denses qui sont vraiment importantes et c'est pourquoi elles sont obligatoires parce que c'est ce qui permet de faire corps, faire groupe et ensuite de pouvoir interagir et de rompre au maximum l'isolement. Je vous le disais en introduction, il y a aussi dans un des 2 parcours, le parcours discrimination dont je parlerai tout à l'heure, d'autres temps en présentiel qui sont là aussi obligatoires et qui sont justifiés par le fait que ce sont des temps de rencontre avec des professionnels des métiers de l'égalité. C'est une façon de faire son réseau, là aussi de travailler un petit peu autrement, mais donc c'est le seul parcours qui nécessite ces temps de rencontre. Il y en a généralement voilà, quelques jours, il y a un premier temps, je veux dire au premier semestre, quelques jours en novembre et puis ensuite 1 ou 2 jours en février. Mais là aussi, les dates sont précisées assez rapidement pour vous permettre de vous organiser. Donc, un enseignement, on va dire, quasi totalement à distance, mais des dispositifs de suivi qui sont pensés pour vous accompagner au mieux. Et de la même manière, en janvier, donc à la fin du premier semestre, début deuxième semestre, on organise là une 2e journée de rencontre, mais qui est optionnelle. Et qui permet voilà, aux personnes qui ne sont pas très loin des universités partenaires, généralement ça a lieu à Angers, de pouvoir aussi avoir au milieu de l'année un autre temps de rencontre, mais on sait que c'est pas toujours possible de se déplacer, c'est pour ça qu'on a pensé plutôt un temps optionnel à mi-parcours. Donc, qui dit enseignement à distance, dit aussi donc, une plateforme numérique dédiée, qui est très intuitive. On n'a jamais eu vraiment de retour négatif là-dessus. Vous allez donc avoir accès à vos cours qui sont ouverts donc au fur et à mesure des semestres et sur lesquels vous pouvez naviguer en toute autonomie et selon votre propre rythme. Pour autant, on vous donne toujours une sorte de livret avec une sorte d'emploi du temps hebdomadaire pour que vous ayez une idée de la meilleure progression possible, celle qui vous permet voilà, de suivre au mieux la formation, de réaliser vos examens sereinement. Alors, ces cours sont donnés sous différents formats. Il y a des cours qui sont vidéo, ce n'est pas les plus nombreux, et donc vous avez donc vos enseignants-enseignantes qui parlent directement devant vous, à l'issue d'un enregistrement. Vous avez des cours qui sont dits scénarisés, c'est-à-dire que pour chaque enseignement, vous avez une sorte de petit module, comme un petit site pour chaque séance, avec donc votre cours qui est écrit, avec l'incrustation possible d'images, mais aussi de vidéos, et ce sont des cours que vous pouvez voilà, télécharger, imprimer si nécessaire. Il y a d'autres formats comme le diaporama sonorisé, alors que vous avez peut-être connu du temps du Covid. Alors ce sont des diaporamas non partisanaux, mais beaucoup plus voilà, professionnels qui sont faits avec l'aide du Labuin qui organise ici à Angers cette plateforme sur laquelle vous avez accès à vos cours. Et donc là, vous avez des diaporamas qui défilent avec la voix de votre enseignant ou de votre enseignante. L'autre possibilité, c'est les classes virtuelles. Alors là, par contre,
c'est du en direct en quelque sorte. C'est généralement des enseignants-enseignantes qui ont besoin de faire un point à un moment du semestre et d'avoir un échange voilà, plus direct, ou alors des personnes qui organisent par exemple des oraux et qui ont besoin d'être directement voilà, à un horaire donné, on va dire, en lien avec vous. Donc pour les personnes qui travailleraient ou qui ne pourraient pas assister à ces classes virtuelles, il y a bien sûr un dispositif de dispense d'assiduité qui permet de suivre malgré tout les yeux, c'est-à-dire d'écouter les classes virtuelles a posteriori, étant donné que tout est enregistré. Hein. Donc bien sûr, on prend en compte cette dimension-là. Donc, vous voyez différentes manières de faire une médiation des savoirs et qui se retrouvent donc tous dans cette plateforme Moodle, donc assez intuitive et qui vous permettra de suivre vos enseignements, mais aussi d'interagir via les forums avec les autres étudiants et étudiantes, mais aussi avec les responsables d'année, avec les enseignants et enseignantes pour chaque séance. Alors, si je reviens maintenant un petit peu plus sur le détail des différentes années, donc on commence, je vous le disais, par un tronc commun qui est le Master 1, études sur le genre, avec donc des UE dites d'enseignement et des UE plus liés aux mémoires. Parmi les UE d'enseignement, vous avez des UE comme l'UE1, féminisme, citoyenneté, engagement, l'UE de masculinité, virilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des UE thématiques au sein desquelles vous allez avoir des séances de cours pluridisciplinaires. Donc au sein de la même UE, vont interagir des enseignants et enseignantes différentes et qui vont donc vous donner des éclairages en fonction de leur propre spécialité de recherche, que ce soit en sociologie, en droit, en littérature, etc. Donc ça, ce sont pour les UE dites d'enseignement, mais vous avez aussi des UE dites d'accompagnement à la recherche, et notamment donc des UE autour de la méthodologie de la recherche, de l'actualité de la recherche, pour vous amener à lire des travaux en études sur le genre, et puis bien sûr des UE liés directement à la question de du mémoire et de la soutenance qui sont là organisées avec votre direction de mémoire. Donc on est vraiment dans cette dualité, d'un côté des UE d'enseignement aussi pour créer un socle commun de connaissances, et puis des UE qui sont dédiés à la réalisation de votre mémoire de recherche. Une partie des cours est dispensée en anglais, et notamment un cours sur les textes théoriques et un autre sur les imaginaires et les séries anglophones, alors qui ne demande pas forcément obligatoirement de faire des exercices en anglais, enfin en langue anglaise, mais c'est quand même quelque chose qui est priorisé, demandé. Généralement, l'équivalent, pour bien suivre ces enseignements, il faut avoir un niveau B2 d'anglais. Donc, on n'est pas dans des cours de langue, mais dans des cours qui vont mobiliser la langue anglaise pour creuser voilà, des questions en lien avec les études de genre, notamment autour des séries anglophones, je vous le disais. Donc des UE théoriques, des UE méthodologiques, une partie des cours en anglais, mais qui représente une infime part des enseignements. Et à l'échelle du M1, vous avez aussi un stage obligatoire qui est de 2 à 4 semaines, qui peut être perlé et qui a vocation à découvrir des métiers en lien avec, on va dire, l'égalité, le champ du genre, ça peut être dans des milieux universitaires, des milieux associatifs, etc. Et on est dans un stage qui est quand même assez resserré, qui donne lieu à un rapport de stage à la fin de l'année. Et donc, à l'issue du M1, on rédige un premier mémoire de recherche qui est une sorte de première étape avant un mémoire de recherche de M2 qui est beaucoup plus étoffé, qui est généralement la continuation du M1, mais pas forcément. Donc qui mène à une deuxième année qui, là, est grosso modo fondée sur le même type d'organisation, c'est-à-dire des cours dits théoriques, des cours d'accompagnement de la recherche. La seule différence, c'est qu'en Master 2, c'est pas un tronc commun, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire un M2 dit parcours corps et biopolitique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire une recherche qui soit sur le thème soit du corps, soit de la biopolitique, mais c'est plutôt une coloration un peu générale par rapport aux grands axes de recherche de nos universités partenaires, mais c'est un parcours qui est généralement choisi par les personnes qui souhaitent par la suite se destiner au métier de la recherche, voire aux métiers qui vont ensuite inclure soit des formations complémentaires, soit plutôt
plutôt un aspect, on va dire, théorique, de mise en pratique des théories des études de genre. Mais c'est ce qui donne un accès, on va dire, privilégié au doctorat, mais il n'y a pas du tout, bien sûr, de continuum obligatoire. Dans ce M2 parcours et biopolitique, on a donc des UE, donc je disais toujours, d'enseignement, par exemple autour des discours scientifiques, autour de violences et genres, autour des discriminations sexistes et LGBT-phobes. Là, je vous donne quelques idées des intitulés des UE. Et puis donc des UE qui sont là plus centrés sur votre recherche, qui vous invitent à faire des sortes de séminaires virtuels. Vous allez présenter aux autres vos recherches, mais aussi vos hésitations, vos difficultés éventuelles. Donc on est vraiment dans ce travail collectif. Dans ce parcours M2 corps et biopolitique, il n'y a pas de stage demandé. Le stage du M1 suffit. Et donc, ce qui est attendu, c'est un mémoire de recherche, vous le disiez, beaucoup plus étoffé, qui pourrait donner lieu, par exemple, à une publication et qui vient concrétiser, en fait, ces 2 années d'études. Il est possible, bien sûr, d'accéder directement au Master 2 quand on a déjà un M1, soit en études sur le genre, soit dans une des disciplines que j'ai listées tout à l'heure. Pour autant, j'invite toutes les personnes qui ont déjà un M1 à quand même candidater aussi en M1 et pas uniquement en M2, tout simplement parce qu'en M2, les places sont, on a encore moins de places, étant donné qu'on a déjà une partie de nos M1 qui sont donc admis de droit en M2 et qui vaut donc mieux toujours tenter à la fois le M1 et le M2 en termes de candidature. Le deuxième parcours, c'est le parcours qu'on a appelé discrimination, qui a un peu moins d'heures, on va dire, de cours théoriques, mais on n'a pas voulu faire d'un côté la pratique, de l'autre côté de la théorie, parce que à nos yeux, c'est important d'avoir un socle théorique très important. Mais la différence du parcours discrimination, ça va être 2 choses, c'est-à-dire qu'il y a déjà donc un temps de regroupement obligatoire, dont je vous parlais tout à l'heure, au premier semestre et au deuxième semestre. Donc en novembre 2024, en février 2025, qui sera l'occasion, et ça a toujours lieu à Rennes, à l'université Rennes 2, de rencontrer des professionnels des métiers de l'égalité et d'avancer sur votre propre projet professionnel. La deuxième spécificité de ce parcours, c'est qu'on vous demande un stage et un stage long, c'est-à-dire de 3 mois minimum, soit 450 heures, là aussi qui peuvent être perlés, mais ça veut dire un stage où vous allez être rémunéré. Alors, pas beaucoup bien sûr, mais c'est une disposition légale obligatoire. Et ce stage va être l'occasion donc là d'une première ou d'une continuation de l'insertion professionnelle dans ce champ des métiers de l'égalité et va aussi être le support à un mémoire professionnel. Donc d'un côté, on a un mémoire de recherche pour le M2 corps et biopolitique. Pour le parcours discrimination, on appelle ça mémoire professionnel. Pour autant, c'est les mêmes exigences en termes de référencement académique, d'analyse, etc. Mais disons que vous êtes davantage là attendu sur une analyse de votre propre pratique, notamment autour de votre lieu de stage. Donc c'est la différence sur laquelle je pourrais revenir si vous le souhaitez entre ces 2 parcours. Avec ce M2 discrimination, on peut aussi continuer en thèse, mais c'est vrai que c'est davantage quelque chose qui va être choisi par les personnes qui veulent, on va dire, une intégration peut-être plus immédiate dans le champ des métiers de l'égalité, quoique par expérience, on a vu que nos étudiants et étudiantes diplômés du M2 corps et biopolitique pouvaient aussi tout à fait candidater et être prises pour des postes, par exemple, de chargé de mission égalité dans telle ou telle institution privée ou publique. En tout cas, on a pensé ces 2 modalités-là. Ce que je voudrais maintenant préciser avant de vous laisser la parole et répondre à vos questions, c'est donc les modalités de candidature. Les modalités de candidature dépendent non pas de notre volonté propre, mais d'un cadrage national. Et donc, pour ce qui est du M1, tout se passe maintenant sur monmaster.gouv avec donc l'Université d'Angers qui centralise ses candidatures. Et donc, la campagne a lieu du 26 février au 24 mars 2024. Donc ça, c'est pour les étudiantes françaises et communautaires. Pour les étudiantes extra-communautaires qui sont titulaires de diplômes étrangers, là, il faut passer par une procédure Campus France et par une procédure parallèle auprès de l'Université d'Angers. Et là, les dates sont un peu anticipées. C'est du 19 février au 15 mars 2024. Donc 2 procédures différentes. Pour autant, on demande exactement les mêmes pièces à tout le monde et vous les avez donc listées dans les différents documents que vous avez pu voir. Donc je ne vais pas forcément revenir dans le détail là-dessus, mais par contre, insister sur un point qui est vraiment primordial. On regarde bien sûr les résultats et on regarde les résultats académiques pour nous dire est-ce que cette personne va tenir le coup pour un enseignement
à distance, parce que ça demande de l'autonomie, de l'organisation, etc. Pour autant, c'est pas notre critère premier. Hein, on n'a pas, c'est des êtres humains qui sont derrière pour la sélection. On n'a pas d'appétence particulière pour les programmes sélectifs, mais on a un nombre contraint de places qui est de 40 places en Master 1. Et pour dire les choses tout à fait honnêtement, généralement, on oscille entre 200 et 300 candidatures donc pour 40 places. Pardon. Donc oui, il y a une concurrence importante et c'est pourquoi je vais vous donner donc un petit peu nos procédures de sélection. Le dossier académique, on le regarde bien sûr, mais ce qu'on va surtout regarder, c'est bien sûr votre motivation et votre projet de recherche. C'est-à-dire essayer de mesurer la maturation, votre propre maturation de votre projet, ce que vous souhaitez faire, où vous voulez aller dans le champ des études de genre. Et c'est pourquoi le projet de recherche qu'on vous demande, d'environ 800 mots, doit vraiment être très travaillé. C'est un projet, c'est pas 3 idées, voilà. Et on vous met donc la liste des directions de mémoire pour vous permettre, une fois que vous avez réalisé votre premier jet de projet de recherche, de solliciter une ou plusieurs directions de mémoire pour essayer d'avoir une validation, d'avoir un retour éventuel sur votre projet de façon à l'améliorer au mieux. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Le projet de recherche de M1, c'est quelque chose d'important. Et ce projet de recherche, il doit être présenté donc les questions que vous vous posez, mais aussi donner déjà un peu une idée des aspects méthodologiques. Bien sûr, on n'attend pas que vous ayez déjà fait votre mémoire, mais il faut qu'on sache, est-ce que vous pensez mener des entretiens, aller chercher dans les archives, est-ce que vous avez pensé à la faisabilité, parce que voilà, si vous faites un projet sur les femmes voilà, lesbiennes au Kenya, est-ce que vous avez les moyens de vous déplacer au Kenya, par exemple? Il y a beaucoup de sujets aussi sur, je ne sais pas, les travailleuses du sexe ou les personnes intersexes. Mais en définitive, faut se poser la question de pourquoi on veut travailler sur ces questions-là. Et puis, est-ce qu'on a vraiment accès à un terrain? Et est-ce que ces questions n'ont pas déjà été faites, bien sûr? Donc, c'est tout cela qu'il faut essayer de prendre en compte pour proposer le meilleur projet de recherche. Bien sûr, on sait que vous sortez d'une licence, voire d'un master, et que voilà, ce sont des projets de recherche qui sont aussi bien sûr conditionnés par ce niveau d'études. Mais c'est véritablement le critère déterminant. Et on vous encourage vraiment à contacter en amont une direction pour étoffer votre projet et au moins avoir un soutien de ce point de vue-là. C'est l'information que je souhaite faire, vraiment, que je souhaite partager auprès de l'ensemble des candidats et candidates. Pour ce qui est du M2, là, les candidatures se font sur la plateforme e-candidat de l'Université d'Angers à partir du 2 avril, entre le 2 et le 26 avril. Et on vous demande grosso modo les mêmes pièces que pour le M1. Là aussi, un projet de recherche étayé. Et puis, pour le parcours discrimination, un projet de stage. On ne vous demande pas d'avoir déjà bien sûr trouver votre stage, mais d'avoir au moins réfléchi à quelle structure vous aimeriez solliciter. Dans la plaquette d'informations que j'ai pu vous faire parvenir et qui normalement, je l'espère, figurera parmi les pièces qui sont disponibles sur notamment la plateforme Trouver mon master, vous avez donc la liste des directions de mémoire possibles, c'est-à-dire environ 80 personnes dans les 5 universités partenaires qui sont susceptibles d'encadrer votre recherche dans des disciplines donc très différentes. Et vous devez donc trouver parmi ces encadrants une personne qui serait susceptible donc de diriger votre recherche. Je veux dire ça dans le sens où c'est pas possible de solliciter un encadrement à Paris 8 par exemple et de vous inscrire dans le master études sur le genre des universités de l'Ouest. Je pense que le plus productif maintenant, ça serait plutôt de laisser place à vos questions pour que je puisse un petit peu affiner mes réponses en fonction de vos besoins. Alors, je vais faire le porte-parole de quelques questions, si vous voulez bien. Voilà. Donc, on a des questions qui portent sur est-ce qu'il y a une discipline, est-ce qu'il y a des disciplines particulières pour candidater au master? Est-ce qu'il faut avoir une licence de telle ou telle chose, d'histoire? Est-ce qu'il y en a où c'est rédhibitoire? Donc, je vais revenir sur ce point-là que j'avais déjà évoqué, mais peut-être que vous n'étiez pas encore arrivé. Cette formation est ouverte à toutes les personnes qui ont une licence, donc niveau L3, dans les domaines sciences humaines et sociales, dans les domaines arts, lettres et langues, et les domaines droit, économie, gestion. Si vous n'êtes pas dans ce pool-là déjà
assez large. Il est tout à fait possible quand même d'envoyer votre candidature. On a eu des personnes qui étaient médecins. On a eu des personnes qui étaient par exemple kinés récemment. Je donne là des exemples très santé, mais voilà, il ne faut pas vous censurer parce qu'il y a toujours la possibilité de demander des équivalences. Et toutes les équivalences, elles se demandent auprès de, c'est dans la plaquette Hélène Mallard, Hélène.Mallard, M-A-2-L-A-R-D, Univangé. Je vais peut-être vous le mettre dans la... Oh, ben, j'arrive pas à le saisir. Si c'est bon. Dans le fil de discussion. Donc, si vous n'êtes pas dans ce genre de filière, c'est possible de demander des équivalences. Donc, ne vous censurez pas, on va dire, d'emblée, puisque le but, c'est vraiment de vous offrir la possibilité d'accéder à cette formation. Donc, j'ai mis dans le champ, dans la conversation, le nom pas le nom, mais le mail d'Hélène Mallard, qui vous permettra d'avoir des informations sur la validation d'études ou validation d'acquis si vous n'avez pas donc une licence dans les domaines que j'ai listés. Et on est bien d'accord qu'en ce moment, il faut une licence. Au niveau licence. Combien il y a de places, vous avez répondu, il y a 40 places en M1. Il y a 40 places en Master 1, tout à fait. Voilà. Quels sont est-ce qu'il y a des masters qui permettraient d'accéder directement en M2? Tous les masters qui sont ceux que j'ai, dans les domaines que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est toujours art, lettres, droit, économie, sciences humaines et sociales. C'est la même chose. D'accord. Donc on peut, si je vous ai bien suivi, on peut candidater en M2, mais vous conseillez quand même de candidater en même temps en M1 au cas où. On peut exactement faire le même projet de recherche. On est obligé de changer de projet de recherche, mais c'est vraiment important. À mon sens, de candidater, de vous laisser plus de chance en candidatant en M1 où il y a plus de place. Dans les prérequis, entre guillemets, vous avez évoqué des cours en anglais. On a une question, est-ce qu'il faut justifier d'un niveau B2 en anglais dans un document spécifique? Est-ce que ça fait partie des pièces à fournir? Non, alors si vous n'avez pas sous la main un TOEFL, TOEIC, tout ce que vous voulez, nous, on se réfère aux notes de baccalauréat. Alors, si vos notes de baccalauréat sont en dessous de la moyenne et que vous avez depuis amélioré votre niveau, on vous conseille de faire un test X ou Y pour attester d'un niveau B2. On a des questions sur le volume horaire. Alors, vous avez parlé d'un volume de travail équivalent à 35 heures pour le M1. En tant que salarié, est-ce que si j'ai un tiers-temps ou un mi-temps, est-ce que c'est tenable quand même? Alors, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, je ne sais pas quelles sont les capacités de travail des personnes. Ça peut vraiment différer. Ce qui est certain, c'est que quand vous avez un travail à plein temps, vous ne pouvez pas rajouter 35 heures d'études. Voilà. Bon, à moins d'être superwoman, ça n'existe pas. Donc, on préconise pour les personnes qui travaillent à plein temps, parce qu'on a quand même des personnes qui travaillent à plein temps et qui ont réussi à faire la formation, d'aménager leur temps d'études, c'est-à-dire de demander à faire le M1 en 2 ans, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui se valide très facilement. Si vous êtes à tiers-temps, vous pouvez très bien en fonction de vos propres capacités de travail, de concentration, vous dire que vous tentez en fait de faire votre année en un an, votre M1 en un an par exemple, mais si vous vous trouvez en difficulté en cours d'année, vous pourrez demander une forme de redoublement. Nous, ce sur quoi je veux insister, c'est que mieux vaut penser en amont la difficulté et donc vous inscrire un peu sereinement dans un processus un petit peu plus long, mais qui vous permet d'avoir une vie normale, que de se retrouver parfois en difficulté parce qu'on n'a pas prévu tel ou tel financement, telle ou telle disposition personnelle ou professionnelle, et qu'on s'est dit qu'on pouvait absolument tout mener de front. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, mais il ne s'agit pas de décourager les personnes qui sont en travail à plein temps ou à mi-temps, mais bien de dire qu'il faudra très certainement penser des façons différentes de suivre la formation, et c'est quelque chose dont on a absolument l'habitude. Donc, suivre un deuxième mémoire en parallèle, qui serait en présentiel, ça vous semble jouable? Alors, je sais que ça devient malheureusement un peu une mode, c'est la surdiplomation en même temps, en quelque sorte. Alors, on a eu un cas, voilà.
d'une personne qui a suivi qui faisait 2 mémoires en même temps, mais qui assez rapidement en fait a demandé un aménagement d'études parce qu'en fait, il faut produire 2 recherches différentes. Il ne s'agit pas du tout on n'a pas le droit de valider un master avec un mémoire ou d'une recherche menée dans un autre master. Donc, dans ce cas-là, c'est comme si en fait on est en travail à temps plein. Et généralement, on va plutôt vers un aménagement d'études pour suivre la formation en plus de temps que quand on suit qu'un seul master, quoi, tout simplement. Alors, il y a des questions sur le mémoire, enfin l'élaboration du sujet de mémoire. Je commence par laquelle est-ce que vous avez des pistes, des conseils justement pour construire ce projet de recherche pour le M1 ? Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce qu'on attend de nous, c'est non pas un projet qui donne déjà des résultats, parce que dans ce cas, c'est plus un projet de recherche, c'est juste une énonciation de choses que vous avez vous-même envisagées ou en lisant la bibliographie. C'est vraiment ce que vous avez envie de faire à l'échelle d'un Master 1, en sachant que vous n'avez pas toute une vie pour faire un Master 1, qu'un Master 1, c'est 80 ou 100 pages, et que dedans, il y a déjà de la biblio, il y a déjà beaucoup de choses. Donc, c'est un objet resserré. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire, mon projet... je vais parler de l'histoire qui est ma discipline, ça va être de faire l'histoire des femmes en France au XVIIIe siècle. C'est pas possible en 80 pages de parler de l'histoire des femmes et de toute la diversité des femmes sur 100 ans. Voilà. Donc ça veut dire que c'est forcément un sujet resserré, c'est-à-dire réalisable en un an. Ce qu'il vous faut, c'est imaginer des domaines dans lesquels vous avez envie de travailler. Est-ce que, par exemple, c'est la sociologie des sexualités? Est-ce que c'est plutôt les littératures féminines? Enfin, je dis un peu tout et n'importe quoi. Vous identifiez un sujet et vous allez donc commencer à lire un petit peu ce qui a déjà été fait sur ces questions. Peut-être que déjà, d'ailleurs, vous avez des idées et c'est parce que vous avez lu tel ou tel ouvrage que vous avez pensé à cela. Je veux dire par là, c'est qu'on va vous demander d'avoir une bibliographie. Ça ne peut pas être quelque chose de complètement hors sol. Les projets de recherche qui nous parviennent où il n'y a pas de bibliographie, c'est des projets qui ne sont pas étoffés, c'est-à-dire pas appuyés déjà sur un certain nombre de lectures. Bien sûr, on ne vous demande pas d'avoir lu 10, 20, 30, 40, 50 ouvrages pour faire votre projet de recherche. Mais on vous demande quand même d'avoir lu des ouvrages qui vont vous guider. C'est-à-dire que il faut que vous soyez en mesure de savoir quand même un petit peu de quoi vous parlez, de définir les termes qui sont utilisés par vous. Donc, une connaissance un petit peu de votre champ d'études, celui que vous avez envie de creuser, et puis développer des questions. En fait, quelles questions vous posez ? Ça ne veut pas dire que vous allez répondre à tout à l'échelle d'un M1, voire d'un M2, mais qu'est-ce qui vous intéresserait de creuser par rapport à ce que d'ailleurs d'autres ont déjà pu faire. Et puis, ensuite, donc ça on pourrait dire que c'est plutôt la présentation du sujet à la problématique, basculer sur une méthodologie. Je vous le disais, on ne peut pas attendre de vous une méthodologie déjà étoffée, etc., étant donné qu'on va vous accompagner pour cela, mais concrètement, comment vous pensez pouvoir répondre en fait à ces questions? Est-ce que vous pensez pouvoir avoir accès par exemple aux archives de telle ou telle association féministe? Est-ce que vous pensez travailler sur la presse, sur des publicités? Et où est-ce que vous pensez pouvoir les trouver, par exemple? Est-ce que vous voulez travailler sur des entretiens avec tel ou tel acteur ou actrice? Est-ce que vous pensez faire plutôt des observations? Et c'est en pensant à ça que vous allez voir si c'est faisable ou non, en quelque sorte. Quel accès vous avez à votre terrain? Donc c'est vraiment ça, quand on parle de méthodologie, on n'est pas dans le détail à proprement parler, mais on veut savoir dans quelle mesure vous avez déjà un petit peu réfléchi à tout ça. Donc, problématisation et méthodologie, c'est ce qu'on attend de vous. On n'attend pas forcément de vous déjà des hypothèses. Parfois, on reçoit des projets de recherche où il y a un plan, comme le plan du futur mémoire. Bon, ça, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un plan avant d'avoir mené la recherche. Donc, c'est vraiment pas ça. Ce qu'on attend dans votre projet, et il me semble que c'est listé dans le dossier, c'est donc un intitulé précis qui va changer forcément. Ça pourrait être le titre de votre mémoire, mais forcément, il va changer. Un intitulé précis, une présentation du sujet avec une forme de problématisation. Problématisation, c'est les questions que vous allez vous poser. Et une méthodologie. Concrètement, comment vous pensez pouvoir y répondre. Et ce qu'on vous demande ensuite, c'est une bibliographie, c'est-à-dire nous donner
voilà, entre 5 et 10 auteurs ou autrices qui ont influencé votre pensée. Ça ne veut pas dire que vous avez forcément tout lu, mais que voilà, vous êtes en mesure de mobiliser tel ou tel concept. Et n'hésitez pas d'ailleurs, dans le corps de votre texte, à voilà, parler de ce que vous avez pu lire. Donc voilà, c'est ça qui est important. Présentation du sujet, problématisation, méthodologie, et puis ensuite la bibliographie. Je précise que la bibliographie ne compte pas dans les 800 mots pour le M1. La bibliographie, elle est à côté, elle est annexe. Donc vous avez 800 mots, c'est pas tant que ça en fait, donc il faut être quand même assez synthétique pour nous expliquer là où vous voulez aller. Et l'autre chose importante, c'est aussi spécifier si vous avez sollicité une direction, si elle a été validée, si vous n'avez pas eu de réponse, parce que parfois ça arrive, si vous sollicitez les personnes un peu tardivement, on n'a pas forcément le temps de répondre. Donc ça, c'est aussi des éléments importants qui nous permettent de savoir, voilà, vous avez été chercher dans la plaquette, vous avez déjà une idée de comment on pourrait encadrer votre recherche. Parce que nous aussi, en tant que direction de mémoire, on ne peut pas encadrer n'importe quoi. On ne peut encadrer des recherches que sur des domaines qu'on connaît. Donc c'est pourquoi il faut bien aller voir la plaquette plutôt, pour avoir une idée des possibilités d'encadrement dans cette formation. Alors elles sont assez larges, on a plus de 80 personnes dans des domaines variés, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Voilà. Peut-être que je pourrais mettre dans le fil de discussion aussi un exemple d'un projet de recherche qui a été retenu. Ça vous donnera une idée. Je cherche ça en même temps que tu énonces la prochaine question. Est-ce qu'il y a des différences entre le mémoire de M1 et celui de M2? Enfin, quelles sont-elles plutôt? Alors, en M1, ce qu'on attend de vous surtout, c'est d'éprouver une méthodologie. Pour autant, on va vous demander de faire une étude de cas, introduction, développement, conclusion, d'avoir déjà des annexes, une bibliographie. Et ça ressemble beaucoup à un M2, mais on sait que c'est un galop d'essai et on vous attend surtout sur la méthodologie. Et ça fait entre 80 et 100 pages. En M2, on attend quelque chose qui est vraiment fini, c'est-à-dire une analyse qui est fine, une méthodologie qui est maîtrisée. On est aussi dans des disciplines qui sont littéraires, donc il y a aussi la question de la langue qui va permettre une valorisation. Enfin, voilà, il y a un niveau d'expression qui est attendu aussi. Et le M2, ça dépend, 100, 120, 150 pages, ça dépend des disciplines aussi, et ça, il faudra voir avec votre direction, parce qu'on n'a pas les mêmes pratiques. Donc, par exemple, en histoire, on cite beaucoup, donc ça va être un volume plus important que dans des disciplines où on va plutôt être sur de la statistique ou du chiffre, et où là, on va avoir des mémoires plus resserrées. La différence donc du M2, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus abouti, qui pourrait tout à fait être publié. Il faut penser comme si c'était un petit livre en quelque sorte, où là, on a une maîtrise qui est attendue de l'ensemble en fait des outils méthodologiques pour que vous puissiez ensuite, voilà, lors de votre insertion professionnelle, être en mesure de mener une enquête, de rédiger des rapports, d'être tout à fait outillé pour une analyse en matière d'études de genre. Alors, une question auquel vous avez partiellement répondu. Il y a quelqu'un qui nous explique qu'elle a contacté ou qu'il a contacté une direction pour son projet de recherche, mais la personne lui a dit je ne peux pas appuyer ton projet tant que en fait, il n'y a pas les résultats de candidature sur mon master. Et donc, est-ce que vous pourriez préciser à quel point l'encadrement du master doit être précisé? Là, je pense que ça doit être une incompréhension de la part de la direction, hein, ce qui est bien sûr, en fait, le fait que vous ayez trouvé quelqu'un qui veut bien encadrer votre mémoire ne veut pas dire que vous êtes pris ou prise. Donc, je pense que là, c'est la personne qui est en charge de la direction qui n'a peut-être pas trop l'habitude encore, c'est peut-être quelqu'un qui va le faire pour la première fois et qui n'a pas connaissance du processus. Normalement, quand vous faites appel à une des personnes qui est sur cette liste de direction potentielle, elle doit simplement vous dire si oui ou non elle accepte, dans l'hypothèse que votre candidature est retenue, d'encadrer votre travail. Et c'est dans cette mesure-là que cette personne peut donc vous donner des indications pour améliorer votre projet de recherche. Ça, c'est le dispositif. Donc, si la chose a été mal comprise avec cette personne, vous pouvez tout à fait lui envoyer un message en expliquant que voilà, c'est ce qui vous a été expliqué. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est d'une validation, si oui ou non, si vous êtes, votre candidature est retenue, cette personne accepte bien d'encadrer votre mémoire. Il y a des cours de méthodologie sur le mémoire. Est-ce qu'il y en a en M1? Est-ce qu'il y en a aussi en M2 pour ceux qui arriveraient directement en M2?
Alors, il y en a en M1. C'est là où il y a le plus de cours de méthodo. En M2, donc on est déjà censé, si on va en M2, avoir déjà la méthodo bien acquise, mais c'est possible qu'on ouvre les cours de M1 aux personnes qui arriveraient directement en M2. Mais on a aussi, bien sûr, en Master 2, non pas forcément des cours de méthodologie, on ne va pas vous apprendre à faire des entretiens en M2, par exemple, mais plutôt des espaces où on peut faire du suivi des difficultés, discuter ensemble voilà, d'une méthodologie un peu plus large, en sachant que toutes ces questions-là, elles sont aussi à discuter prioritairement avec la direction de mémoire. Donc, possibilité d'ouverture des cours de M1 pour les M2, mais on part du principe que déjà, quand on candidate en M2, c'est qu'on a voilà, une capacité à maîtriser un certain nombre d'outils, on va dire des sciences humaines et sociales, parce que c'est un petit peu ça, les études de genre, c'est surtout les outils des sciences humaines et sociales et des arts, langues, littérature qui sont mobilisés. Le mémoire de M1 et de M2 doivent-ils avoir obligatoirement un lien, puisque, a priori, cette personne pense à faire un M1, mais après un parcours discrimination en M2, et donc, comme c'est lié au stage, elle ne sait pas encore quel sera son stage dans 2 ans, et donc, est-ce que il doit y avoir obligatoirement un lien entre M1, le mémoire de M1 et de M2? Non, alors, il n'y a pas d'obligation. En revanche, c'est beaucoup plus simple. Parce que ça veut dire que vous avez déjà une bibliographie, des problématiques, des connaissances conceptuelles qui sont acquises en M1 et vous n'avez pas à tout refaire en M2. Donc c'est pour ça qu'on préconise en fait de poursuivre, d'étoffer. On peut changer à la marge un petit peu, bien sûr, des choses entre le M1 et le M2, mais ce n'est pas du tout une obligation. Donc si vous avez envie de changer complètement de sujet, vous en avez le droit. Sauf qu'il faut faire extrêmement attention au fait que il faut quand même que ce soit un sujet qui puisse être encadré par une des personnes qui figurent dans la liste des directions de mémoire. Parce que ça nous est déjà arrivé une année, quelqu'un qui a voulu complètement changer de sujet, sauf que on n'avait personne pour l'épauler sur un sujet très très précis, et ça a posé problème. Parce que en M1, on vous a accepté en disant qu'on était en mesure d'encadrer votre recherche, et si vous changez en M2 complètement, peut-être que ça peut poser problème. Bon, tout ça fait l'objet de discussions en amont. J'ai retrouvé des exemples de projets de M1, donc je vais vous le mettre si j'y arrive. En attendant, on a plusieurs questions qui concernent l'aménagement, les possibilités d'aménagement de ces 2 années. Par exemple, est-ce que c'est possible de faire une année de master, mais avec les cours sur la première année, puis faire le stage, donc c'est plutôt en M2, quoi, faire les cours du M2 la première année, puis le stage la deuxième année. Alors ça, il me semble que c'est plutôt quelqu'un qui voudrait faire le M2 discrimination. Alors c'est Voilà. valable pour tout le monde en fait. Quand on fait un aménagement d'études, ce qu'on préconise, c'est la première année passer toutes les UE dites d'enseignement, c'est-à-dire celles qui sont vraiment liées plutôt à la théorie en études sur le genre, qui donnent voilà, ce socle de connaissances, et l'année suivante, de réaliser le mémoire, la recherche. Tout n'est pas à décloisonner, bien sûr, mais c'est ce qu'on préconise pour étaler les choses. Et donc, dans le cas du M2 discrimination, c'est tout à fait possible de faire le stage et donc le mémoire professionnel la deuxième année. C'est ce qui paraît le plus cohérent. Cédric, par contre, je n'arrive pas à mettre une pièce jointe dans la barre de conversation. Oui, je crois qu'on avait eu le même problème l'année dernière. L'année passée. Ouais. Vous pouvez me l'envoyer par mail et puis Ok. moi j'y avais réussi, je crois. C'est lié à des droits voilà, sur l'outil. Toujours sur cette question d'aménagement, si on a une RQTH, est-ce qu'il y a des aménagements possibles? Alors, ça marche. J'envoie en même temps, donc je prends juste un petit temps parce que. Ouais. Voilà, donc par mail, j'ai envoyé donc l'exemple de projet de M1. Voilà, c'est un exemple de projet qui a été retenu. Il y en a plein d'autres, mais ça donne une idée de ce qu'on peut retenir. Alors, c'est tout à fait possible, bien sûr, d'avoir des aménagements quand on a une RQTH. Donc, en fait, il faut se rapprocher en début d'année des différents pôles universitaires, pôles handicap, etc., notamment pour pouvoir avoir donc des aménagements spécifiques. Voilà, c'est aussi des choses qui sont tout à fait courantes et faciles à obtenir.
Et est-ce qu'on doit signaler dès l'inscription qu'on envisage de faire un M1 ou un M2 en 2 ans? En fait, c'est pas tant qu'on le signale, c'est pas pour nous, c'est pour vous. C'est-à-dire que ça évite un certain nombre d'angoisses et je trouve que les étudiants et étudiantes sont de plus en plus angoissés et donc se dire que d'emblée, en fait, on va étaler l'année sur 2 ans parce qu'on voit bien que par rapport à ce que je dis, ça va être compliqué de tout faire en un an, ça peut être pas mal. Après, c'est tout à fait possible à l'issue donc de la première année et de la deuxième session de la première année, ça septembre, de l'année suivante, donc, de demander un redoublement. Ce que nous octroyons à partir du moment où il y a eu un sérieux dans le suivi, qu'un certain nombre d'U ont déjà été passés, etc. C'est juste une question d'organisation. Et après, pour un certain nombre d'entre vous, par exemple pour des employeurs, il y a cette nécessité de planification en amont, c'est-à-dire de donner une visibilité en fait à cet aménagement-là. Mais ça n'est pas obligatoire dès l'inscription. D'accord. Et toujours dans une question d'organisation et d'aménagement, comment se passe le contrôle des connaissances? Est-ce qu'il y a des examens en présentiel ou alors est-ce que ça se passe en distanciel? C'est que du contrôle continu? Enfin, comment ça se passe? Alors, on est en contrôle continu et contrôle terminal. Il y a plus de contrôle terminal que de contrôle continu. L'ensemble des examens a lieu à distance. Il n'y a pas, vous n'avez jamais à vous déplacer pour des examens, y compris pour la soutenance, dans une université partenaire. Après, si vous souhaitez pour la soutenance vous déplacer dans l'université de votre direction, c'est possible si c'est un souhait et ça se comprend. Mais ça n'est pas du tout une obligation. Donc l'ensemble des examens ont lieu à distance. Si ce sont des oraux, ça a lieu en visio. Si ce sont des dossiers, ils sont déposés par exemple sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est commun à l'ensemble des 2 années et des 2 parcours. Voilà, je crois qu'on a fait... si on a des lettres de recommandation, on les met dans le dossier de candidature? Alors non, c'est un choix qu'on a fait de pas demander de lettre de recommandation et donc de ne pas prioriser des personnes ou valoriser des personnes qui auraient une lettre de recommandation parce qu'on sait que c'est pas toujours facile, on n'ose pas forcément toujours en demander une. Si on est éloigné de l'université depuis longtemps, c'est aussi compliqué d'en avoir une. Donc on ne se base que sur les pièces qui sont demandées à l'ensemble des candidats et candidates lors de la candidature. Est-ce que vous pouvez expliquer plus précisément ce qui est attendu, enfin la différence entre le mémoire de M2 recherche et le mémoire professionnel? Alors, il faudrait aller dans le plus concret, mais disons que dans le M2 de recherche, donc du parcours corps et biopolitique, on est dans une recherche qui est pleinement autonome, qui est une recherche qui peut être d'histoire, de sociologie, de littérature, de ce que vous voulez, et donc qui mènerait possiblement, si c'est un souhait, à poursuivre dans le champ des études doctorales. Pour ce qui est du mémoire professionnel, la différence est surtout, c'est pas forcément une recherche appliquée. Mais quand même, il y a la nécessité de réfléchir à votre propre pratique, c'est-à-dire à ce que vous avez fait pendant votre stage, à comment ça a fait bouger les choses, à la façon dont vous allez considérer en fait ce champ d'études, de travail. Donc il y a une dimension peut-être plus, non pas forcément plus empirique, parce que la recherche est aussi empirique, mais beaucoup plus liée en fait à votre propre pratique autour du stage. Pour autant, par exemple, si vous faites un stage dans une association qui accompagne des femmes victimes de violences conjugales, on ne vous demande pas un rapport de stage, on vous demande un mémoire professionnel. Ça veut dire être en mesure de mobiliser des outils théoriques sur ce que c'est que les violences, sur les continuums de violence, etc., sur les différents dispositifs. Donc, on va vous demander un apport théorique très très fort, mais aussi dans ce mémoire professionnel, d'être en mesure de l'articuler à ce que vous avez pu voir, à ce que vous avez pu faire. Et donc, dans ces mémoires-là, c'est possible, par exemple, de faire des préconisations. C'est plus des sortes de recherche-action, en quelque sorte, alors que dans des mémoires de recherche, on ne fait pas de préconisation. On est vraiment sur une recherche plus empirique et plus fondamentale. Je pense que le curseur, je le mettrais plutôt ici. J'allais dire qu'on allait pouvoir passer aux séances de questions orales, mais
c'était sans compter sur la dernière question. Quels sont les débouchés possibles après un parcours discrimination? En fait, on s'est rendu compte, là on est en train de mener toujours une étude d'insertion, que c'était pas si différencié entre le parcours discrimination et le parcours corps et biopolitique, parce que il faut pas oublier que vous avez déjà vous-même des parcours spécifiques. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la formation, il y a la moitié des personnes qui généralement sont en formation continue, c'est-à-dire qui sont déjà en emploi ou en recherche d'emploi, mais qui ont déjà une autre casquette. Et du coup, en fonction du choix du parcours, ça va possiblement influencer un peu les choses, mais c'est pas forcément si évident. Ce qui paraît clair pour autant, enfin la grosse différence, c'est que si vous voulez continuer plutôt dans des métiers liés à l'analyse, la recherche, donc que ce soit journaliste, que ce soit chercheur ou chercheuse indépendante ou ailleurs, etc., on va plutôt conseiller le parcours corps et biopolitique. Parce que dans le parcours discrimination, on va aussi vous donner via le stage, donc un certain nombre de connaissances et de capacités à être peut-être plus ancrées en fait dans le terrain que pour le premier parcours. Ce qui va, in fine, vous permettre de postuler en fait sur des postes, on va dire au sens très très large, de chargé de mission égalité. Ça, on en retrouve aujourd'hui dans les universités par exemple, mais aussi dans un certain nombre d'institutions publiques, dans les collectivités territoriales, dans le privé. Par exemple à EDF, on avait une cadre d'EDF qui voulait être chargée de mission égalité à EDF et donc qui a fait le master. Donc c'est vraiment, pour moi, le débouché le plus représentatif, mais qui touche vraiment des secteurs très différents, c'est cette casquette de chargé de mission égalité, mais qui représente aussi des fonctions qui peuvent être tout à fait différentes. Après, ça peut être aussi intégrer des structures déjà existantes et qui vont chercher à développer pour un temps plus ou moins long des questions, des expertises, faire des rapports, faire des préconisations autour des questions d'égalité, égalité au sens large. Et donc, les personnes qui ont un parcours discrimination vont être peut-être davantage outillées pour cela. Mais donc, l'expérience nous montre que quand on a fait un parcours corps et biopolitique, on peut tout à fait aussi être recruté pour faire cela. Ça dépend en fait il y a des fois peut-être des postes où les employeurs cherchent davantage, on va dire, une formation où on a des mots-clés comme discrimination. Avec ce parcours, on a des personnes qui sont par exemple aussi rentrées dans différentes ONG. Là, je pense notamment à quelqu'un qui est parti travailler pour l'UNICEF. Après un parcours discrimination, mais aussi, c'est valable pour corps et biopolitique, ça de manière très très claire, on a beaucoup de personnes qui vont aussi créer leur propre métier en quelque sorte. Avec tout le champ de la formation, on a pas mal de personnes qui deviennent formateurs ou formatrices sur les questions d'égalité, sur les questions de genre, et puis aussi toute une palette de création autour de la création de contenu, de podcasts. Donc là, c'est plus ou moins lié avec les métiers de l'intermittence du spectacle, qui sont plus ou moins bien rémunérés, mais on a beaucoup de gens qui vont vers la médiation artistique, scientifique. On a aussi des personnes qui vont intégrer, par exemple, le champ plutôt scolaire, sanitaire et social avec cette casquette-là, voire qui vont faire une petite formation complémentaire parce qu'on va leur demander des compétences, par exemple, en gestion de données ou en langue particulière. Donc, on est vraiment dans un champ très, très large. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a aujourd'hui une demande accrue parce que c'est aussi, il y a des politiques un peu nationales qui ont été, qui correspondent pas exactement aux besoins, mais il y a eu quand même des politiques nationales de valorisation de ces parcours-là. On a en fait une demande de plus en plus forte de personnes qui sortent avec des profils, on va dire, métiers de l'égalité. Donc, qui peuvent articuler les questions de genre avec d'autres questions d'inégalité sociale, d'inégalité raciale, etc. Donc, voilà, je vous dis un petit peu pêle-mêle les choses, mais du point de vue de l'insertion, on est vraiment dans ces champs-là. Et il y a l'autre poste que j'ai oublié de mentionner, c'est le champ associatif, qui n'est pas forcément le champ le moins précaire ou le plus rémunérateur, enfin, quoi qu'il y ait des variantes importantes, mais on a vraiment aussi toute une part de nos diplômés qui vont vers ce champ associatif, et pas uniquement les associations liées, par exemple, je vous disais, aux violences faites aux femmes, etc. Ça peut être aussi des associations culturelles, de promotion, par exemple, de la création, je pense à des personnes qui sont rentrées dans des associations, notamment bretonnes, qui valorisent le cinéma d'autrice, par exemple. Donc, voilà, c'est vraiment un spectre très, très large. Et la formation étant pluridisciplinaire, ça vous ouvre aussi cette possibilité-là. Il n'y a pas nécessité de savoir parler breton. Non.
Non, Mais d'accord. on pourrait demander un B2 de breton, qui sait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions orales? Si vous en avez, n'hésitez pas. Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton lever la main et puis je vous distribuerai la parole. En attendant, je vous signale que j'ai publié dans le fil de conversation un lien qui renvoie vers le site du mois du genre. Et tout en bas de la page, si vous cliquez sur le dernier lien, vous allez pouvoir télécharger le projet, enfin l'exemple de projet de recherche de M1 qui était évoqué tout à l'heure. Là, de toute façon, Alors. ce que je... Oui, pardon. Oui, non, allez-y. Non, ce que je ferais, c'est que je renverrai un message donc à toutes les personnes qui étaient donc qui ont suivi la présentation, et puis si c'est possible aussi de récupérer des données des autres personnes. Il y a une dizaine de personnes qui n'ont pas migré, pour que je puisse leur donner le lien pour visionner la présentation, et je pourrais rajouter ce document d'exemple donc d'un projet de M1, voire rajouter un exemple de projet de M2. Alors, il y a Maud qui a une question. On vous donne la parole. Vous pouvez rallumer votre micro. Merci. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Absolument. J'avais une question par rapport à la notion d'égalité qui est revenue plusieurs fois dans la discussion. Est-ce que, par exemple, dans le master, au niveau des thématiques, on va aborder la question de l'égalité avec la vision de l'handicap? Alors, ce qui est certain, c'est que c'est un master qui est vraiment centré sur le champ des études de genre. Voilà, la grande majorité des enseignements sont centrés dessus. Pour autant, ça paraît compliqué de ne pas croiser les questions de genre avec d'autres dimensions, notamment les questions de classe, les questions raciales, les questions de handicap. Ça, c'est une réalité. Pour autant, ce qui est certain, c'est que la recherche aujourd'hui n'est pas tout à fait intersectionnelle et que, pour être tout à fait honnête, hein, si vous prenez, on ne peut pas dire que dans chaque séance, bon, des fois ça s'y prête pas, hein, faut le dire, mais dans chaque séance, on coche pas forcément toutes les cases, à la fois des questions, par exemple, trans, des questions handicap, des questions voilà, raciales ou sociales. Le cœur, c'est vraiment les études de genre. Pour autant, il y a bien sûr une entrée handicap qui est possible dans la rédaction du mémoire, mais qui se retrouve dans le contenu des enseignements. Mais qui, pour vous dire les choses là aussi très honnêtement, pour moi n'est pas encore suffisant, mais c'est aussi l'état de la recherche. Un master, c'est représentatif d'un état de la recherche. Donc, de la même façon que les études trans sont encore sous-représentées, tout simplement parce qu'il y a peu de personnes qui travaillent sur ces questions-là. Mais ça évolue au fur et à mesure. Et j'avais une deuxième question, si c'est possible. Moi, j'avais des pistes de sujets, mais enfin, je viens de l'histoire de l'art, donc je réfléchis en très grand et j'essaie de me renseigner. J'ai déjà ma licence. J'ai juste pris 1 an pour pouvoir bien me réorienter dans les questions que je voulais. Et j'avais des pistes de sujets et qui inséraient donc cette notion de handicap. Est-ce que vous pensez que, résultat, c'est possible d'être suivi pour une direction de mémoire dans votre master, ou est-ce que vous avez des références de master autres qui pourraient aussi prendre cette question en charge, ou pas du tout même? Comme je vous le disais, en fait, les masters sont représentatifs de l'avancée de la recherche. Aujourd'hui, les pôles de recherche sur les questions de handicap sont extrêmement... il n'y en a pas, en fait. Enfin, vraiment identifiés, voilà, comme on peut avoir des pôles de recherche sur l'environnement, sur le genre ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que trouver une formation qui soit spécialisée en sciences humaines et sociales sur les questions de handicap, je réfléchis en même temps que je parle, je n'en vois pas. Donc pour moi, la meilleure des façons, si vous croisez genre et handicap, c'est d'aller vers des masters autour de la question voilà, discrimination, égalité, genre, où vous allez pouvoir trouver un accompagnement qui corresponde à vos attentes. Après, j'ai pas vraiment creusé trop la question. Peut-être qu'il y a un master qui a été créé ces dernières années autour vraiment de la question du handicap, mais comme ça, je ne vois pas. D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, le podcast de cette visio sera en ligne demain sur le site du Mois du Genre, que vous devez connaître puisque vous êtes inscrit. Voilà, et puis donc on envoie un mail aux participants, aux différents inscrits, avec le projet, l'exemple du projet de recherche, et puis quelques informations complémentaires. Merci Naïma, ma fille. Et puis merci à tous les participants et toutes les participantes. Et on vous souhaite une bonne soirée. Voilà, bon courage pour les candidatures. Au revoir et à bientôt.